Nous avons notre invité de parcours dans ce studio, Babila. Voilà, nous avons Maître Traoré avec nous. Allez-y. Maître Almami Traoré, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes l'avocat du groupe Joma dans ce dossier qui se trouve devant la CRIEF. Depuis la mise en place de cette CRIEF en décembre dernier, l'un des premiers dossiers cité par le procureur spécial, c'est justement, ou transmis par l'agence judiciaire de l'État, c'est le dossier Joma. Et il y a eu tout un bruit derrière, mais depuis, tout est dans le silence. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le dossier Joma? Merci, bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Je rappelle que mon nom c'est Almami Samori Traoré. Almami Samori Traoré, voilà. Effectivement. Alors, merci. Effectivement, vous aviez bien fait de rappeler que la CRIEF a commencé le tout premier dossier effectivement de cette juridiction, c'est le dossier Joma. Il vous souviendra que lorsque les événements de 5 septembre sont arrivés, l'entreprise Joma a fait l'objet bien entendu de plusieurs mesures des autorités nouvelles. Il y a eu il faut approcher un peu le micro pour qu'on vous entende très bien. Voilà, allez-y, c'est bon. Je pense que là, c'est bon. Voilà, il y a eu le gel des comptes de l'entreprise sans aucune décision de justice. Les camions avaient été immobilisés. Et suite à ce gel-là, nous avons initié une procédure de dégel contre les banques qui ont procédé à ce gel-là devant le tribunal de commerce. Et au cours de cette procédure-là, ils ont mis en place la CRIEF qui a pris une ordonnance de saisie, date du 28 janvier 2022, suite à l'information judiciaire que le parquet a ouverte contre l'entreprise. Oui. Alors, quand les juges d'instruction ont reçu, effectivement, ont été saisis par le parquet, les juges ont estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments pouvant leur permettre d'entrer en inculpation de la société, et les juges ont procédé à une commission rogatoire. Une commission rogatoire, c'est une délégation du pouvoir des juges d'instruction, soit à un officier de police judiciaire ou à un autre juge d'instruction, pour poser des actes d'instruction dans les conditions définies par la loi. Donc la direction centrale des investigations judiciaires a été saisie et nous avons fait plus de 2 mois d'enquête, des auditions, les pièces qui ont été demandées à l'entreprise ont été fournies et les procès-verbaux effectivement ont été transmis au niveau de la chambre d'instruction et sur la base effectivement de ces documents, les personnes physiques, en fait l'actionnaire majoritaire et la directrice de l'entreprise ont été invitées à la première comparution. Et c'est suite en ce moment que nous avions, en tant que conseil, écrit à la chambre d'instruction pour leur dire que des enquêtes qui ont été menées, vous avez reçu le dossier, vous avez estimé qu'il n'y avait pas d'éléments probants, vous avez fait une commission rogatoire qui a parvenu à la conclusion selon laquelle il n'y a même pas d'indice pour pouvoir les poursuivre, parce que des investigations ont porté sur toutes les infractions qui ont été énumérées par le parquet spécial dans son réquisitoire introductif. Donc nous avons estimé que sur la base de ces éléments qui sont dans le dossier et conformément à l'article 143 du Code de procédure pénale, il n'était pas possible de procéder à l'inculpation de nos clients. En sage et en bon professionnel, les juges ont estimé qu'il fallait renvoyer cette audience de première comparution à une date ultérieure. C'est ce qui fut fait. Et puisqu'on ne peut pas inculper nos clients sur la base effectivement de la conclusion de ces enquêtes-là, les juges ont estimé qu'il faille, si vous voulez, attaquer cet acte procès verbal qui disculpait nos clients devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Parallèlement à tout cela, nous avons effectivement fait des recours contre les saisies qui ont été opérées, qui ont été ordonnées par la chambre d'instruction. Donc pour ces 2 procédures-là, quand la chambre spéciale de contrôle de l'instruction a été saisie de ce recours en annulation, nous avions, en tant qu'avocat, soulevé l'irrecevabilité du recours qui a permis, par lequel en fait la Chambre a saisi la juridiction supérieure en annulation d'un acte qui empêche les juges de procéder à l'inculpation de nos clients. Effectivement, la décision, elle a été rendue, jusqu'à la semaine dernière, la Chambre a déclaré irrecevable la demande d'annulation de ce procès verbal qui est l'aboutissement ou la conclusion, si vous voulez, des enquêtes qui ont été menées sur commission rogatoire.
En même temps, la saisie qui a été opérée, nous l'avons dénoncée, parce que la saisie qui avait été opérée avant a été faite conformément à l'article 168 du Code de procédure pénale, qui exigeait, d'une part, qu'il faut que la personne dont les biens ont été saisis soit inculpée, et que d'autre part, que les biens qui ont été saisis soient les produits de la corruption ou du blanchiment de capitaux. Les juges ont estimé, et suivant effectivement des arguments que nous avons soulevés, que puisqu'à date, les clients n'ont pas été inculpés, je vous rappelle, il y a 7 mois de procédure. 7 mois de procédure que nos clients n'ont pas encore été inculpés. 7 mois de procédure. Ce qui démontre à l'évidence la difficulté ou la fébrilité du parquet dans ce dossier. Il manque d'éléments. Oui, je vais terminer. Donc, les juges de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction, en toute responsabilité, ont décidé d'ordonner le DG ou la main levée totale sur tous les comptes qui ont été effectivement saisis. Ça, c'était en date du 26 mai 2022. Et malheureusement, la Chambre d'instruction, à la même date, c'est-à-dire que vous avez 2 décisions à la même date, a pris une autre ordonnance pour geler les mêmes comptes en invoquant les mêmes motifs. Et nous avons exercé des recours contre cette décision et qui se trouve aujourd'hui et pendant devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Voilà, maître. Alors, la question, c'est que lors de la dernière sortie du procureur avec ses substituts, les raisons qui étaient évoquées, c'est que votre client, notamment M. Cabinet Silla, qui était intendant à la présidence depuis 2014, recevrait un salaire de 7 millions de francs guinéens. Et au lendemain du coup d'État, donc le 6 septembre, il a effectué un virement d'à peu près $1 million $ sur un compte dont ils ont décidé de taire le nom. Donc c'est entre autres ces éléments qui ont été ce jour mis en avant. Quel est votre regard par rapport à cette sortie-là? Alors, sur ce premier point, parce qu'il y a beaucoup de points, mais sur ce premier point, si ce n'était que ça, le parquet devrait abandonner les poursuites. Et la Chambre d'instruction devrait prendre une décision de non-lieu ou un refus d'informer. Pourquoi? Joma est une entreprise, c'est une société de droit guinéen, régulièrement constituée. Si une entreprise fait un virement en paiement à un particulier, que ce soit une société privée ou que ce soit une personne privée, en quoi cela est constitutif d'infraction? La précision que je vais apporter, c'est que cette opération, et on peut le vérifier au niveau de Ecobank, a été lancée à partir du 3 septembre. Donc, avant le coup d'État. Comment les dirigeants d'entreprise peuvent savoir qu'il peut y avoir coup d'État? À supposer même qu'on savait qu'il y avait un coup d'État. Est-ce qu'un virement est une infraction? Ça, c'est un. Deuxièmement, cet argent qui se trouve dans le compte de l'entreprise, est-ce que cet argent appartient à quelqu'un? Est-ce que ça appartient au procureur spécial ou à l'État? Et qu'on justifie le fait qu'on ne peut pas procéder à un tel virement. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, la personne dont ils font cas. Dans un premier temps, on disait que c'était le ministre de la Défense, M. Diané, mais c'était exactement faux. Et aujourd'hui, que la personne a été interpellée et entendue, moi je n'ai jamais vu vous dites que, oui, Diané, vous dites que, parce que ceux qui nous écoutent ont besoin de comprendre ce passage, le virement qu'on dit, c'est en direction de Diané ou quoi? C'est ce que je suis en train de en fait, c'est l'information qu'ils ont voulu donner avant qu'on dise que c'était un certain docteur Mohamed Diané. Alors qu'en réalité, c'était faux. C'était pas vrai. Donc, et aujourd'hui, il n'y a aucune pièce, parce que dans la communication de la procureure spéciale, elle a dit que la personne a été interpellée et qu'elle n'a pas pu donner des justifications. Elle a donné cette information sur la base d'un rapport de dissémination de la cellule nationale du traitement des informations financières. Il faut rappeler, le rapport qu'il produit, ce sont des rapports de renseignement qui sont d'abord qui sont confidentiels et qui ne sont même pas contradictoires. Donc on ne peut pas dire que ces personnes-là, effectivement, ont été reçues et que là, la personne n'a pas pu justifier cette transaction. C'est une transaction, d'abord, on n'a même pas besoin de justifier. Vous prenez de l'argent dans votre compte et vous payez quelqu'un. Vous n'en avez pas besoin. Donc voici un peu la légèreté de l'élément sur la base duquel le parquet est en train de poursuivre monsieur Silla, parce que je serai le groupe près de groupe Joma. Voilà. Alors vous dites que 7 mois, jusque-là, pas d'inculpation, et on est finalement dans un jeu de ping-pong entre la chambre d'instruction spéciale et la chambre de contrôle. En fait, le problème, c'est que vous savez
comme je le disais hier sur un plateau, que quand on défend un client devant une juridiction aussi spéciale ou répressive comme la CRIEF, on se doit en fait de faire en sorte que nos clients soient défendus tant sur la forme que sur le fond. Ils ont dit que ce sont les recours des avocats qui empêchent cette juridiction de faire évoluer la procédure. Contrairement à la procédure civile, où les parties ont la direction du procès, la procédure pénale, ce n'est pas les parties qui ont la direction du procès. C'est le juge d'instruction est saisi. Il lui appartient de poser tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. Donc nous avons estimé qu'en l'état actuel des choses, les pièces qui sont versées au dossier, les 90% des pièces qui sont versées au dossier ont été versées par l'entreprise. Les 90% des pièces versées au dossier. Donc à date, il n'y a pas d'éléments suffisant. Il n'y a même pas d'éléments suffisants, si vous voulez, pour pouvoir entrer même en inculpation. Parce que quand vous prenez l'article 143 du Code de procédure pénale, il est dit que pour que le juge d'instruction puisse procéder à l'inculpation à peine de nullité, il faudrait qu'il y existe des indices graves ou concordants, laissant penser que la personne poursuivie a participé à la commission d'une infraction. Voyez la crielle des infractions. Et s'il n'y a pas d'indices graves et concordants, c'est d'abandonner le dossier. Mais d'abord, un juge d'instruction n'est pas obligé même d'ouvrir une information judiciaire. C'est parce qu'il peut rendre une ordonnance de non-informé. Un juge d'instruction, lorsqu'il estime qu'il n'y a pas d'indice dans le dossier, effectivement, doit rendre une ordonnance de non-lieu. Et à date, en toute responsabilité, les juges n'ont pas voulu, effectivement, suivre encore le parquet dans sa démarche qui consiste à présenter, effectivement, M. Kabinet Silla comme étant coupable des faits qui lui sont pour, alors que ce n'est pas le cas. Allez-y, Yassani. Maître Traoré, si je comprends bien, vous avez dit tout à l'heure que ça fait 7 mois maintenant qu'on constate cette tergiversation. Il n'y a pas d'inculpation jusqu'à présent. Et si toutefois Dioma arrivait à être inculpé aujourd'hui et que le procès se tient, procès à l'issue duquel Dioma va sortir blanchi, quelle va être la réaction de l'avocat du groupe Dioma que vous êtes? Non, écoutez, nous, en fait, ce n'est pas nous qui empêchons l'inculpation. Nous faisons simplement une mise en garde. Ce sont des observations que nous avons eu à faire. En l'état actuel, vous ne pouvez pas inculper. Maintenant, si malgré ça, il y a inculpation, la loi nous donne la possibilité d'attaquer l'acte d'inculpation devant la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Et si on n'a pas gain de cause et que nous avons la conviction que les éléments du dossier ne permettent pas d'inculper nos clients, on ira devant, si vous voulez, la Cour suprême. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une procédure, nous nous plaisons dans cette procédure-là, parce que ça nous permet non seulement de faire évoluer le droit, mais ça fait également le bonheur de l'entreprise Dioma qui a aujourd'hui l'image, si vous voulez, éternie. Mais il faut rappeler quand même qu'il y a des juges devant la Chambre, en tout cas des juges du siège, pas les magistrats du parquet, dans cette juridiction qui, en toute responsabilité quand même, prennent le temps d'examiner un certain nombre de dossiers avant de décider. D'accord. Donc ça, il faut le relever. Alors, Babila. Qu'en est-il alors des recours disciplinaires? Nous apprenons que vous avez introduit des recours disciplinaires par rapport à certains faits, certaines démarches qui n'auraient pas obéi, n'est-ce pas, aux principes en la matière. Ces recours disciplinaires, notamment au niveau de la Cour suprême, mais est-ce vrai? Si cela est vrai, qu'en est-il de la situation de ces recours aujourd'hui? Alors, notre client est un justiciable, comme tout le monde. Lorsque vous portez plainte devant une juridiction, la juridiction, effectivement, doit se bouger. Je rappelle que nous avions exercé 2 recours. C'était au début de la procédure. Le premier recours, c'était contre l'État. L'État, en tant que personne morale, suite aux agissements du procureur général d'alors, qui a abouti à la condamnation de l'État devant le tribunal de première instance. À la suite de cela, nous avons également porté plainte contre l'ancien procureur général devant la Cour suprême. Cette procédure n'a pas évolué. Et en même temps, nous avions... Donc c'est étouffé, le dossier est là, n'a pas connu d'aboutissement. Dans tous les cas, ça ne bouge pas. Et en même temps, nous avons porté plainte devant le Conseil supérieur de la magistrature. Et également, on attend à ce que les choses soient relevées. Mais j'aimerais quand même rebondir sur des points précis qui avaient été relevés par le procureur spécial. Nous entendons souvent que
la livraison de 28 véhicules, effectivement, qui ont été... Mais la question, parce qu'on donne l'impression que les véhicules ont été vendus à Dr Diané en tant que personne physique. Ce n'est pas de quel véhicule il s'agit. Il s'agit des véhicules dans lesquels roule le groupement des forces spéciales. Vous comprenez? Oui. Ce sont ces pick-up-là dont il est question. Est-ce que les procédures de passation de marché public ont été respectées? Voilà, parce que maître, la réponse est oui. La question dessus, c'est que les craintes, c'est des craintes de conflit d'intérêts, justement. C'est là où la question véritable peut se poser, sachant déjà étant à la présidence comme intendant. Exactement. Je vais vous mettre à l'aise. Le conflit d'intérêts en tant que tel n'est pas une infraction. Ce qui constitue une infraction, c'est la prise illégale d'intérêt. C'est ce qui est prévu par l'article 652 et 653 du Code pénal. Vous comprenez? Ça, c'est le premier aspect. Deuxième, et lorsqu'il y a la prise illégale d'intérêt, ça suppose que vous êtes une autorité dépositaire, c'est-à-dire une personne dépositaire de l'autorité publique, ou vous êtes chargé d'une mission de service public, et que vous contrôlez une entreprise dans laquelle vous avez des intérêts. Par exemple, je suis un inspecteur des impôts. Il y a une entreprise également qui est en République, qui est sur le territoire de Conakry, par exemple, que je contrôle. Et dans cette entreprise-là, j'ai des intérêts. Donc il y a prise illégale d'intérêt. Et c'est la même manière... Parce que ça va impacter les impôts. Effectivement, lorsque vous êtes un inspecteur du travail, que vous devez contrôler des entreprises, dans cette entreprise-là, vous avez des intérêts. C'est ce qu'on appelle prise illégale d'intérêt. Sinon, la loi anticorruption qui réglemente ces questions-là, la sanctionne le conflit d'intérêts tout court par une sanction disciplinaire qui doit être infligée à l'agent public. Mais lorsqu'il s'agit de la prise illégale d'intérêts, donc vous prenez des intérêts dans une entreprise que vous contrôlez, c'est en ce moment que cela constitue une infraction conformément à l'article 660. Donc pour vous aujourd'hui, le fait qu'il soit intendant, il est la main sur tout ce qui est parc automobile de la présidence et que des véhicules soient vendus, ça n'a pas de problème. Je vais vous dire ceci. D'abord, il n'est même pas celui qui gère l'entreprise Dioma. Ça, c'est un. Deuxièmement, donc, il n'est pas dirigeant, il n'est qu'actionnaire de l'entreprise. Ça, c'est un. Deuxièmement. Oui, mais quand vous êtes actionnaire, vous êtes dirigeant quand même. Non, attention, non. Il y a un conseil d'administration et donc... Non, c'est une société anonyme avec conseil d'administration. Un actionnaire n'est pas un dirigeant. C'est constant en trois. Maintenant, lorsque vous êtes un intendant à la présidence de la République, vous gérez, dans le cas spécifique, les services privés du président de la République. Parce que les gens confondent souvent l'intendant de l'armée, qui est quand même impliqué dans la gestion financière de l'armée, et l'intendant à la présidence de la République. Donc il y a des décrets qui organisent le président de la présidence de la République qui définit clairement le rôle de l'intendant. Monsieur Cabinet Silla n'a jamais manié les fonds publics. C'est pourquoi vous ne sortirez aucun document à la présidence de la République où il y a sa signature sur les finances. Les véhicules dont vous faites allusion, ce sont des véhicules d'un parc automobile du président de la République et le décret qui le nomme le définit clairement. Un décret de 2012 et un décret de 2018 qui définissent l'organisation de la présidence de la République. Donc le parc automobile, c'est le parc automobile du président de la République. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y arrivait à un moment où le président Alpha Condé a fait arrêter l'achat de véhicules par les départements ministériels. Et il a un parc automobile à son niveau où les gens viennent prendre les véhicules, donc acheter les véhicules au prix d'achat. Celui qui était chargé de la livraison de ces véhicules-là, c'était son intendant. Donc, les véhicules qui ont été vendus, les 28 pick-up, ce sont des véhicules de l'entreprise Dioma qui n'ont absolument rien à voir avec... Dans laquelle il est actionnaire. Il est actionnaire. Bien entendu, c'est normal. Alors, l'autre question que je voulais poser, maître, vous dites 7 mois sans inculpation. Pendant ce temps, les comptes sont toujours gelés. Qu'est-ce que la loi dit en la matière si de telles situations se posent? Alors, le gel des comptes, il faut rappeler que dans tous les cas, le législateur permet à un juge d'instruction de procéder à la saisie des biens d'une personne qui est inculpée. On a relevé, il n'a pas été inculpé, et ils ont, si vous voulez, la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction a ordonné la main levée des comptes. C'est que le même jour, ils ont pris une autre ordonnance en visant cette fois-ci la loi anticorruption pour dire que les biens ont été, qui doivent être saisis et contre lesquels nous avons également exercé un recours. Nous avons bon espoir que les juges
diront le droit. Maintenant, par rapport au compte salaire qui avait été débloqué à un moment pour nos confrères de Joma Group, est-ce jusqu'ici, ce compte est ouvert pour permettre justement de payer le salaire du personnel de ce groupe de médias? Depuis que j'ai commencé cette procédure, je n'ai jamais vu une décision de justice qui a dégelé un compte au salaire ou quelconque. Ce sont des informations qui sont en l'air. Ce n'est jamais réel. Aujourd'hui, les comptes de l'entreprise, plusieurs d'ailleurs à EcoBank et à la BCG, Vista, demeurent saisis aujourd'hui, non pas sur l'effet de l'ancienne saisie qui avait été pratiquée à la date du 28 janvier 2022, mais effectivement à la date de l'ordonnance qui a été rendue le 26 mai. Mais un dernier élément sur lequel je voudrais apporter une précision. Si vous avez remarqué dans la communication de la procureure spéciale, on fait état effectivement de ce rapport de dissimulation de la CENTIF. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a d'autres rapports. C'est pourquoi nous avons estimé trouver effectivement la communication du procureur spécial comme étant des communications tronquées qui ne présentent pas la réalité des faits parce qu'il s'agit d'informer l'opinion. La CRIEF, il faut le rappeler, n'a pas pour but forcément d'entrer en condamnation. Ce n'est pas possible. Quand on veut construire un état de droit, c'est que si vous recevez tous les dossiers, vous faites passer les dossiers au scanner. Si l'on se rend compte qu'il y a des dossiers pour lesquels il n'y a pas d'éléments, mais il faut abandonner les poursuites. Aujourd'hui, et la commission rogatoire qui avait été menée, et même des rapports qui n'ont pas été versés au dossier et dont nous avons retrouvé et qu'on a versé au dossier, démontrent clairement ou parvient à la conclusion selon laquelle il n'y a même pas d'indices qui permettent aujourd'hui de poursuivre. C'est pour cela qu'il y a une difficulté aujourd'hui avec le parquet a du mal à convaincre les juges d'instruction d'entrer en inculpation. Donc nous, aujourd'hui, la procédure là, elle est la bienvenue parce que notre client a été présenté comme étant quelqu'un qui était fossoyeur de la République. Et aujourd'hui, on tend, si vous voulez, si les choses sont faites de manière assez correcte, il va être blanchi. Et cette entreprise-là, les emplois qui sont perdus vont être récupérés, les Guinéens vont commencer à travailler. Mais une dernière chose, s'il vous plaît, Guiba, dans la même communication, on vous fait savoir, je sais que vous lisez vous, on vous fait savoir que M. Silla était celui qui gérait le budget de la présidence de la République pendant 8 ans. Ça sort dans la communication. J'aimerais leur dire simplement que M. Silla Guiguet n'était ni un DAF à la présidence de la République, il n'était ni un comptable et il n'était ni un ordonnateur. Son rôle étant en exécutant suivant le décret qui le nomme et les décrets portant organisation de la présidence de la République. Je veux vous dire que si le procureur spécial avait des preuves aujourd'hui contre M. Silla Guiguet, on ne serait pas là. Parce qu'on sait l'accélération avec laquelle cette procédure a commencé. Aujourd'hui, il est dans les difficultés, mais je ne suis pas surpris que ça soit pareil dans le dossier Kassori. D'accord. Vous l'avez compris, peut-être nos confrères du côté de Joma Média, aujourd'hui, donc ça veut dire jusque-là, ils n'ont pas accès à leur compte pour les salaires du personnel. Non, les comptes, d'abord, Joma Média n'est pas poursuivi. Et c'est l'une des difficultés que nous avons avec les saisies. Joma Média n'est pas poursuivi. Mais les comptes de Joma Média sont saisis. Donc c'est une information que je vous donne. Peut-être du fait qu'ils relèvent du groupe aussi. Oui, mais il faut établir, justement, l'une des difficultés qu'on a, qu'eux, ils ont, c'est qu'il faut faire le lien entre l'infraction pour laquelle vous poursuivez quelqu'un et avec les fonds ou les comptes bancaires. Quand vous dites que vous poursuivez quelqu'un pour corruption, mais il faut montrer la personne qui l'a corrompu. Lorsque vous poursuivez quelqu'un pour vol, il faut lui dire combien on l'a volé. Est-ce que dans la communication de la procureure spéciale, est-ce qu'elle vous a dit combien M. Silla Guiguet aurait détourné? Parce que ça n'existe pas. Lui-même, elle ne connaît pas. D'accord. Et on vous garde le temps d'aller avec nos auditeurs pour les réactions. On se retrouve dans un court instant.